Quoi faire de ton type Ennéagramme? C'est peut-être la question que tu te poses si tu as découvert le modèle de l'Ennéagramme, que tu as découvert les bases avec les centres, avec tout ce que j'ai dit dans une première vidéo. Puis si tu as découvert les 9 types, les 9 profils, que tu les as creusés, que tu les as vraiment bien compris, peut-être que tu as trouvé ton type et que tu sais maintenant à quelle famille d'énéatypes tu appartiens et que tu as commencé à voir chez toi tous les mécanismes, que tu as validé que ah ouais, waouh, en fait je me vois comme ça. Bien, peut-être que tu en es à l'étape où c'est bien gentil, mais qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de cette information? Tu es au bon endroit parce que c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Fabien, allez Fabien, réveille-toi. C'est l'heure de se réveiller. Alors, ok Fabien, j'ai regardé tes vidéos, j'ai participé à une formation, j'ai lu des bouquins et cela m'a amené à trouver mon type. Maintenant, j'en fais quoi? Première chose, garde un doute. Ne sois pas trop sûr de ton hypothèse parce qu'il est tentant de trouver notre énéatype. Notre cerveau, il a du mal à rester dans l'incertitude. On préfère savoir quelque chose d'erroné, on préfère, en général, on préfère se raccrocher à quelque chose, même si c'est faux, plutôt que rester dans une incertitude, dans du flou. Donc, tu peux avoir trouvé ton type, tout comme tu peux être sauté vachement vite à la conclusion pour éviter d'être dans une hésitation entre plusieurs types en disant « Ah ouais, non, c'est celui-là qui me correspond le plus ». Mais peut-être tu t'es complètement fourvoyé. Peut-être que tu t'es raconté n'importe quoi et que tu t'es raconté que tu avais trouvé, mais qu'au fond, tu n'es pas sûr. Donc la première chose de tout ce qu'on va voir, c'est de garder un petit doute pour laisser la réalité, les événements, la vie, tes émotions, tes pensées te ramener vers ton type naturel, ton type normal. Parce que rappelons-le, le type, on n'en change pas, il est présent dès la naissance et dans toutes les situations de ta vie, il va se ramener à ta conscience, si tu mets le regard dessus bien sûr. Donc en fonction de ce que tu vis, toutes les informations qui vont remonter, qui vont popper à la conscience, vont t'aider à trouver ton type. Mais si tu veux tout de suite trouver, être sûr de ton type maintenant, tu risques de te fourvoyer et de partir sur un mauvais type comme moi je l'ai fait il y a des années de ça. Donc, ce n'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée parce que sinon, qu'est-ce que tu veux travailler si les bases, si le socle n'est pas là? Basique, vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Si tu pars sur un type qui n'est pas le tien et que tu commences à bosser avec ça, ça ne va pas donner grand-chose. Donc, avant toute chose, garde ce petit doute. Même si tu es sûr, même si tu as creusé, tu as validé tous les mécanismes, garde toujours une petite partie de « mais peut-être que non en fait ». Surtout qu'au plus tu es sûr de ton type, au plus tu peux tomber dans une transe d'identification à ton énéatype. C'est-à-dire que tu vas venir valider parce que tu crois de toi tous les événements de vie, toutes tes émotions, parce qu'en plus, le modèle de l'énéagramme étant extrêmement précis et poussé, tu pourrais tout à fait valider dans ta vie tout ce que tu vis au regard et au filtre, avec le filtre de l'énéagramme. Et donc tomber dans une identification et t'enfermer encore plus. C'est vraiment pas l'idée. L'idée étant plutôt de te libérer de ton type, de te libérer, d'élargir la vision, d'élargir le champ de conscience de tel que tu te vois pour sortir de l'ego, parce que tu n'es pas que ton ego. L'idée, c'est plutôt de voir déjà la cellule dans laquelle tu es enfermé pour transcender ça. Donc, premièrement, le doute. Ensuite, et ça va être le point principal de cette vidéo, c'est d'utiliser l'énéagramme pour toi, pour ton propre plaisir, pour ta vie, pour ton fonctionnement. Toi. Parce que la tentation est grande de l'utiliser pour tous les autres et pas pour toi-même. Surtout selon les énéatypes d'ailleurs. Mais c'est tentant parce que utiliser l'énéagramme sur les autres, déjà c'est passionnant, c'est riche. Moi j'adore faire ça, j'adore m'amuser à me poser la question. Pas à dire aux gens leur type, certainement pas. Dans le code d'éthique, c'est pas cool, ça se fait pas. Et puis surtout, c'est gâcher le plaisir pour les autres. C'est non seulement le risque de projeter ta vision sur les autres, donc jamais au grand jamais tu ne diras le type à quelqu'un. Mais en plus, c'est surtout utiliser ta propre énergie pour les autres, pour trouver les autres, pour t'intéresser aux autres. Et c'est une façon de ne pas mettre le regard à l'intérieur. C'est une façon de ne pas regarder en toi, de ne pas regarder tes émotions, de ne pas regarder tes peurs, tes doutes, tes incertitudes, tes nœuds, tes tensions. C'est une façon d'éviter ça. Et c'est ok, c'est légitime. Par contre, ne te fais pas croire que tu travailles avec l'énéagramme si c'est pour typer uniquement les autres.
À un moment donné, tu vas revenir forcément à toi, tes mécanismes, tes centres, etc., etc. Donc, on commence, principe de base pour moi, un principe de base de l'énéagramme, c'est je l'utilise pour moi. Je l'utilise sur moi, sur mon fonctionnement, sur mon ego, sur mes mécanismes. Je commence à balayer devant ma porte. Sweep around your own front door. Ça n'empêche pas, ça n'exclut pas bien sûr de regarder des films, de lire des bouquins et de t'amuser à typer les personnages ou même en discuter autour de toi, de poser des questions aux autres, de les questionner pour que eux trouvent leur type si ça les intéresse. Mais ça ne doit pas se substituer à ton propre travail sur ton énéatype. Parce que c'est ça le cœur du truc. C'est que si tu esquives ce travail-là, tu ne bosses pas avec l'énéagramme, tu te racontes que. Mais ce qui est intéressant, c'est le travail intérieur que ça amène. Et on va justement y revenir. Donc l'intérêt, c'est de te voir avec précision, de voir tes mécanismes à l'œuvre et de t'aimer avec ce que tu vois, d'aimer ce que tu vois, de t'accueillir là-dedans, de mettre de la bienveillance là-dedans, en considérant que tous les stratagèmes pour ne pas utiliser l'énéagramme sur toi, ce sont des stratagèmes de protection. C'est malin, c'est une esquive. Et encore une fois, c'est OK. Donc, comment on applique l'énéagramme à soi-même? Premièrement, c'est le travail d'observation, le travail de présence, que tu peux développer partout dans le quotidien d'ailleurs, hein, que tu peux cultiver en cuisinant, en te douchant, en marchant, en méditant, dans une discussion, dans n'importe quel moment en fait, parce que l'état de présence, même là en parlant, je peux développer mon état de présence et mettre ma conscience là pour rester vraiment ici et maintenant et pas trop me faire happer par le discours, par ce que je suis en train de te dire, par la caméra, par la cohérence de ce que je raconte. Garder toujours cette présence, c'est quelque chose que je développe énormément parce que sinon, c'est facile pour moi de me faire happer par ce que je dis et d'être vraiment à fond dans le discours, etc. Donc toujours, hop, je garde une présence, je m'entraîne à garder une présence dans la posture, dans l'ancrage, dans ce que je dis, une présence à moi lorsque je parle. Et l'invitation, c'est vraiment que tu puisses toi aussi mettre de la présence partout dans ton quotidien, dans ta vie, pas seulement en méditant le matin, simplement tout le temps, dès que tu veux. Tu peux mettre pour ça une alarme sur ton téléphone, sur ton ordinateur, sur une petite montre. Tu peux mettre un petit bip, une petite alarme, un rappel de conscience pour que quand tu es parti dans tes automatismes quotidiens, dans tes trans hypnotiques, tu as un moyen qui, pouf, te ramène ici et maintenant. Mais n'en fais pas quelque chose une pression de « Oh merde, j'ai pas été présent, oh là là, décidément, je suis vraiment complètement pas là, c'est pas possible. » Ce serait comme faire de la méditation et te dire « Oh merde, j'ai encore des pensées, oh fais chier, j'arrive pas à être présent décidément. » Mais c'est tout l'enjeu, c'est tout l'intérêt de ces pratiques. C'est que quand tu médites, le fait de notifier la pensée, c'est justement le job en fait. Le job, c'est pas de ne pas penser et d'être à tout prix là en lotus zen pendant 1 heure. C'est pas ça, c'est pas l'objectif. Il n'y a pas d'objectif. L'intérêt, c'est d'être avec soi ici et maintenant, quelle que soit la nature des pensées et des émotions ou de ce qui se joue dans ton corps. Donc cette présence, tu peux la bosser tout le temps. Tu peux la nourrir, la chérir au quotidien dès que tu es conscient de toi. Et pour ça, tu peux avoir des garde-fous externes comme une alarme par exemple. Cette observation de toi, cette présence, en termes d'énéagramme, tu peux la mettre sur les centres. Tu peux observer tes centres en action. C'est ça qui m'a amené par exemple à identifier mon centre réprimé. Parce qu'une fois que j'avais trouvé mon type, j'ai mis des semaines et des semaines et des semaines à trouver vraiment le centre réprimé. Parce que j'hésitais. Est-ce que je réprime le centre mental? Est-ce que je réprime le centre instinctif? J'étais pas sûr. Donc j'ai observé. Et la réalité m'a amené à ce qui se passe. Le centre que je réprime. Donc tu peux observer tes centres en action. Quand il y a un projet, quand tu démarres ta journée, est-ce que tu as un agenda, tu colles à un plan, est-ce que tu rentres tout de suite dans l'action, est-ce que le premier réflexe c'est d'être en relation avec des gens, de regarder le beau, etc. Regarde tes centres en fonction des fonctions des centres. Justement, tu peux revenir à la première vidéo qu'on a vue sur le sujet, sur les bases de l'énéagramme, qui va s'afficher ici ou là.
Et tu peux simplement, en fonction des rôles de chaque centre, rappelle-toi, centre émotionnel, être en relation avec les autres, s'adapter en temps réel à autrui, vivre des émotions, apprécier le beau, etc. Pareil pour le centre instinctif, agir dans le monde, le rapport au mouvement, le rapport au corps, le fonctionnement on-off, et pareil avec le mental, avec la capacité à créer des plans, à créer des projets, à futuriser, à anticiper. Pense en fonction de comment se mettent en mouvement ces trois centres-là, observe-les au quotidien. Tu peux t'amuser à les observer, à voir, tiens là, il y a le centre mental qui est à fond, ou là, là je suis en plein dans mon centre émotionnel, ou là, et tu peux aussi notifier l'absence en te disant, waouh, tiens, là il n'y a aucune émotion, je ressens rien. Je sens même que je suis coupé des autres, que j'ai du mal à accéder à l'empathie, je n'ai pas envie de me connecter aux autres. Centre émotionnel, là, il est au pâquerette. Tu peux notifier ça. Mais encore une fois, on n'est pas dans le jugement ou on n'est pas dans un avis. Tu n'as pas besoin d'avoir un avis sur ce que tu vois. Tu peux juste regarder avec équanimité ce qui se passe, simplement. Je notifie, ok. Je vois que, comme une notification, la notif te dit un nouveau message. Je m'appelle Itinéris. J'écoute. Vous avez de nouveaux messages. Il te dit, le téléphone ne te dit pas oh putain, t'as reçu un message, c'est de la balle. Oh, tu vas kiffer quand tu vas lire. Oh, mais c'est quelqu'un qui te kiffe. Il va te régaler. Le téléphone ne te dit jamais ça. Le téléphone te dit juste, t'as un message. Ou au contraire, dans l'autre sens, le téléphone ne te dit pas, t'as reçu un message terrible, il t'a quitté, tu vas prendre cher, tu vas pas aimer, tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps, ça va être horrible. Surtout le lis pas. Non, le téléphone te dit juste un nouveau message. C'est tout. Donc tu peux faire pareil. Quand tu observes quelque chose chez toi, une activité dans des centres, tu notifies, tu regardes, ah, intéressant, oh, ok, waouh. Juste avec cette présence à toi, ce retour à toi. En termes de présence à soi, le corps aide énormément. C'est bien pour ça que dans énormément d'approches, dans énormément de philosophie, dans le yoga, dans la méditation vipassana, dans énormément de philosophies traditionnelles, tu vas retrouver le corps, le rapport au corps, revenir au corps. C'est pas pour rien que dans le yoga, il y a des asanas. C'est pas pour rien que dans vipassana, on reste assis dans une certaine posture sans rien faire. Parce que le corps va te ramener au présent. La respiration, de base, c'est un outil incroyable qui va en permanence te ramener ici et maintenant. Parce que c'est la seule fonction du corps qui est à la fois inconsciente et automatique relative au système nerveux autonome. Elle se déroule tout le temps, en permanence, et c'est plutôt cool. Gilbert, tente de mots, déroule! Et en même temps, il y a un volet conscient. Tu peux contrôler ta respiration simplement en mettant ton attention dessus et en décidant, voilà, là j'inspire sur 5, j'expire sur 5, c'est tout l'objet du pranayama, de la cohérence cardiaque, des hyperventilations, Wim Hof, respiration holotropique. Il y a énormément de travail sur la respiration que tu peux faire. Mais en tout cas, sans même chercher à la modifier, tu peux simplement ramener ton attention, ta présence dans la respi qui va te ramener au corps, à ta posture. Donc c'est intéressant aussi de revenir à ta simple posture et au quotidien à te mettre dans une posture pas forcément droit comme un i, tu vois, avec un balai dans le mais plus juste une présence, un ancrage où tu as les pieds bien posés au sol, tu as la colonne érigée, tu as le bas du dos légèrement creusé, les épaules détendues, tu es juste là, quoi. Tu es là, tu es présent. Et cet état, cette posture d'ancrage va augmenter ton niveau de présence et va faciliter le fait d'être présent à toi. Donc, tu peux observer vraiment tout ça au niveau de tous tes centres en action, du matin jusqu'au soir dans la vie quotidienne. Juste voir comment ça se passe. Est-ce que tu vois la tyrannie du centre préféré qui agit tout le temps? Est-ce que tu vois la répression, l'évitement du centre réprimé que tu ne veux pas utiliser, que tu évites à tout prix? Moi, je peux te dire que je le vois facilement. Je le vois facilement dès lors que je me rends compte après coup qu'il y a une posture pas confortable, qu'en fait j'ai trop mangé, je n'ai pas écouté mes sensations. Je vois bien que mon centre instinctif, je l'écoute beaucoup moins. J'ai du mal à mettre de la présence dessus. Donc c'est quelque chose qui est de l'ordre encore du travail conscient, du travail. C'est le fait d'y revenir encore et encore pour prendre conscience de « Ah tiens, mon centre instinctif, je le laisse de côté. Tiens, là je n'ai pas écouté.
Mais encore une fois, avec équanimité, sans juger, sans mettre une étiquette ou une valence de bien ou de mal ou de positif ou de négatif. Juste de regarder factuellement et ensuite de décider en fonction de ce que j'ai vu. Tu peux observer tes centres, tu peux observer tous tes mécanismes égotiques. Donc tu peux observer ta passion, ta fixation, tu peux observer ton mécanisme de défense, si tu arrives à les voir. Hein. Parce que selon ton niveau de connaissance de toi et selon ton degré de présence, il y a des choses que tu verras de toi, il y a des choses que tu ne verras pas de toi. Tout simplement. Donc ça va être intéressant de regarder qu'est-ce que tu es capable de voir, d'observer et qu'est-ce que tu n'es pas capable de voir. Qu'est-ce qui est dans le domaine du conscient, qu'est-ce qui est dans le domaine de l'inconscient. Et à force de mettre de la présence, de l'observation, tu vas finir par les débusquer. Il y a des mécanismes égotiques qui vont revenir à la conscience. Moi, je ne voyais pas la passion de mon type. Je ne voyais pas, non plus forcément l'évitement compulsif. Mais par moments, j'ai commencé à voir, j'ai commencé à voir qu'il y avait un inconfort, un gros inconfort à des moments avec des automatismes qui se mettent en jeu. Et j'ai fait, tiens, là, il y a quelque chose de louche. Donc j'ai regardé, j'ai zoomé et effectivement, il y avait l'évitement compulsif derrière. Donc il a commencé à émerger quelques fois. C'est intéressant de regarder tout ça. Et à des moments, tu vas être en plein lucide sur tes mécanismes. Tu vas avoir plein pot ton ego qui s'active. Et là, la tentation pourrait être de lutter contre et de dire « Mais non, putain, je suis encore dans l'ego, je suis en phase de désintégration, c'est pas possible. » Non, c'est pas du tout l'idée. C'est juste de notifier et de s'amuser du spectacle de l'ego. Merde! Allô? Jean-Pierre? C'est Jean-Pierre? Allô? Mais qu'est-ce que c'est que ce Beans? Mais qu'est-ce qui se passe sur cette ligne? On dirait un crétin qui fait semblant d'aboyer. Écoutez, c'est très bizarre. Comme en CNV, quand on dit prendre plaisir au spectacle chacal, quand tu as ta tête qui dit « Oh putain, il est encore en retard, mais c'est pas possible, mais j'en ai plein le cul, mais il m'agace, il me respecte pas. » Le spectacle chacal et de ne pas se juger de ça et de juste regarder le spectacle chacal pour ensuite venir tirer l'émotion, puis le besoin, ainsi de suite, en CNV. Là, c'est pareil. Tu vas t'amuser à observer le spectacle qui se joue chez toi, de ton ego. Tu vois ton ego comme tu verrais un enfant qui s'agite ou quelqu'un qui s'énerve, comme quelqu'un, sauf que tu n'es pas dissocié. Tu es en pleine dans toi, dans ton corps, mais c'est la présence qui observe. La présence observe le petit personnage qui s'agite dans tous les sens. Ça, ce serait intéressant d'ailleurs dans une optique spirituelle. Mais on va y revenir. Pour résumer sur cette partie sur l'observation des mécanismes, etc., en clair, ça revient à poser ton encre, à vraiment jeter l'encre pour garder un point d'attache, un point d'ancrage ici et maintenant, pour être attentif à toutes les transes hypnotiques qui vont arriver, parce qu'il y en a tout le temps. Transes hypnotiques de progression en âge, de régression en âge, les transes de confusion, les transes d'hallucination positive et négative. Il y a plein de transes, on fera peut-être une vidéo un jour sur ça. En tout cas, il y a un article sur Épanescence que je te mettrai en description, sur les transes hypnotiques. Elles vont en permanence se déclencher et te faire quitter le moment présent. C'est tout l'intérêt des trans d'ailleurs. Donc l'idée, c'est de rester ancré ici et maintenant, dans ton corps, et de voir arriver les trans. À des moments, tu vas le voir. Tu vas voir que tu es en train de te faire happer. Et du coup, c'est intéressant d'être attentif à ce chant des sirènes de Ulysse. Le chant des sirènes qui va te rappeler que tu es en train de te faire happer. Ainsi, quand tu as la transe qui est en train d'arriver et qui est en train de t'englober, parce que les transes hypnotiques, elles ont cette capacité d'absorption. Il y a toujours un état d'absorption où tu es comme par la télé, par un ordinateur, par une musique, par quelqu'un qui parle. L'hypnose, l'état d'hypnose est permanent ou quasi permanent chez la plupart des êtres humains. Donc, le simple fait de commencer à voir, à notifier cet état d'absorption dans quelque chose, ça te permet déjà de rester présent à la transe et donc de plus partir complètement dedans. C'est tout l'intérêt. Tu peux partir en transe en conscience. Donc, d'où encore une fois ce point d'ancrage, ce truc de je jette l'encre, je reste avec moi, je reste dans mon corps, je reste dans mon esprit, dans mes émotions et je vois le personnage, je vois les trans hypnotiques, je vois les mécanismes de mon ego, tout le personnage, tout le truc qui s'agite. Et c'est ok, je veux dire, j'ai le droit. Au fond, tu es juste conscient du rêve, de la matrice de l'esprit dans laquelle tu es enfermé et juste tu n'es plus dupe de ça. La matrice est un système, Néo.
ce système est notre ennemi. Quand on est à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit partout? Des hommes d'affaires, des enseignants, des avocats, des charpentiers. C'est avec leur esprit qu'on communique pour essayer de les sauver. Mais en attendant, tous ces gens font quand même partie de ce système. Ce qui fait d'eux nos ennemis. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour la plupart, ils ne sont pas prêts à se laisser débrancher. Bon nombre d'entre eux sont tellement inconscients et désespérément dépendants du système qu'ils vont jusqu'à se battre pour le protéger. Est-ce que tu m'écoutes, Léo? Ou est-ce que tu regardes cette femme en robe rouge? Regarde encore. Moi aussi. On n'est pas dans la matrice? Non. Tu es en capacité de l'observer et de t'en amuser. Maintenant que nous avons évoqué la base des bases, qui est l'observation, la présence, le rappel à soi, qui va être au fondement de toutes les approches, de toutes les applications de l'énéagramme, on peut rentrer concrètement dans les différentes applications possibles. Moi, j'en vois 4. Je vais t'en parler de 4 applications de l'énéagramme dans la vie. Tu peux avoir l'application de l'énéagramme le plus simple, c'est à ton propre bien-être, à ton bien-être intérieur, dans ta relation à toi-même, dans ton développement personnel avec des gros guillemets, parce qu'on n'est pas dans un développement de l'ego, on est plutôt dans un retour à soi et dans un apaisement dans la relation à soi-même. Pour transformer la guéguerre intérieure où on est en lutte en permanence avec le fameux à lutter contre soi-même, on ne peut que perdre, on passe de la lutte à l'alliance, on passe à l'intégration. L'intégration au sens de l'énéagramme, c'est du coup quand l'ego va laisser de plus en plus de place à l'essence. Et l'intégration, ça vient du latin integer, ça veut dire entier. C'est l'entier, ça revient à l'unité, on revient ensemble. L'ego se tape sur la gueule, dualité, et dans l'essence, dans l'intégration, on va revenir à une forme on fonctionne ensemble. Donc on n'est pas contre l'ego. L'idée, ça va être justement une notion de bien-être. De bien-être et de se sentir en amitié, en amour avec soi. Et avoir une forme d'harmonie intérieure, une forme d'écoute, justement. Et c'est toute la démarche quand je te parle de présence, d'observation de soi. On n'est pas en train d'étiqueter, de juger, de lutter contre ce qu'on observe. On est juste en train de regarder, d'observer avec amour, avec attention, avec bienveillance. La première application sur le bien-être et sur le fait de se sentir bien avec soi-même, ça peut être aussi un travail sur les sous-types. J'en parle pas aujourd'hui parce que c'est un vaste sujet. Tu pourras retrouver un article sur Épanescence. Tu peux aussi aller voir dans des bouquins ou dans des formations pour vraiment creuser le sujet. C'est un sujet passionnant dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais ça peut vraiment aider dans l'optique bien-être, dans l'optique se sentir fonctionnel, être fonctionnel dans le monde quand on a des grosses problématiques inhérentes à un des sous-types blessés, sous-type qui est toujours relatif au centre instinctif. La deuxième approche, la deuxième application possible de l'énéagramme, ça peut être sur la spiritualité, l'éveil, la spiritualité, et on en a largement parlé juste avant avec la présence à soi, l'observation, ça va être le côté justement de l'ego à l'essence et même au-delà de l'essence. Pareil, on ne va pas en parler aujourd'hui parce que c'est vaste et que je n'ai pas la prétention de maîtriser le sujet, d'être réveillé ou quoi que ce soit. Le travail spirituel est extrêmement intéressant avec l'énéagramme parce que, encore une fois, on va de la désintégration à l'intégration. La désintégration, l'individu est coupé, splitté, découpé en plusieurs parts qui se tapent sur la gueule et qui ne sont pas OK. Et c'est la guerre permanente à l'intérieur. Et donc, cette guerre intérieure va se manifester à l'extérieur. I emailed you. Please keep your area neat. The bathroom, it's unacceptable. Make it easy. I've color-coded these. Use a blue bottle for the floor and the pink bottle for the ceramic surfaces. I have your meal, sleepyhead. My name's Hedwig. I have red socks. With regard to Jahamana's defeat and Muhammad of Ghor's conquest between 1192 and 1200, I hate my insulin shots. No one else around here has to take them. What do I have to do? Diabetes. All the doctors, besides Dr. Fletcher, say that we're the same person, just personalities. Huh? How do you explain I'm the only one that needs these, you motherfucker?
Et dans l'intégration, on va rassembler tout ce beau monde, toute cette famille-là intérieure, et on va faire un beau royaume dans lequel c'est harmonieux, dans lequel tout le monde discute avec tout le monde et où il y a une forme d'harmonie, de rassemblement, d'unité. Bien sûr, c'est pas un truc qui se fait en claquant des doigts comme ça, et c'est un cheminement, c'est un chemin sans chemin, et c'est extrêmement vaste, et il y a beaucoup d'auteurs et beaucoup de personnes qui parlent de ces sujets mieux que moi. Troisième application, ça va être les relations interpersonnelles. Parce que bien sûr, avec l'énéagramme, quand tu connais la cartographie de ton psychisme, de ton ego, de comment tu fonctionnes, forcément, ça va énormément aider. Et là, pour le coup, ça va être intéressant de regarder les énéatypes des autres parce que tu vas identifier avec précision les points de tension dans les relations. Ainsi, quand toi, tu sais que tu es de tel énéatype et l'autre personne de tel énéatype, ça va toujours coincer au même endroit. Les points de tension vont toujours être les mêmes. Donc, c'est extrêmement intéressant d'utiliser l'énéagramme dans ce contexte-là. Que ce soit des relations de couple, des relations familiales avec les enfants, avec les parents, que ce soit des relations dans le travail, que ce soit des relations amicales, ça va t'aider énormément. Vraiment, ça peut te développer un potentiel d'empathie colossal puisque tu vas comprendre pourquoi les gens fonctionnent comme ça. Ça ne veut pas dire que tu toléreras tout, ça ne veut pas dire que tu vas plus avoir de limites et que tu vas juste être tendre la joue droite quand il t'aura frappé la joue gauche. Ça veut juste dire que tu vas comprendre beaucoup plus en profondeur dans les relations ce qui se joue, comment toi tu fonctionnes, comment l'autre fonctionne, et il sera du coup beaucoup plus simple de regarder en méta comment ça fonctionne pour œuvrer à réparer, à nourrir, à apaiser les relations quand il y a des tensions, des conflits, des amertumes, etc. J'en ai plus qu'assez d'être l'homme invisible dans cette baraque. Vous deux, vous faites tout ce que vous voulez quand vous en avez envie et je ne me plains jamais. Tout ce que je demande, c'est d'avoir Tu ne te plains jamais. Ah, je t'en prie, excuse-moi. Non, mais c'est sûrement moi qui suis complètement dingue. On ne t'entend jamais. Mais t'arrêtes pas de te plaindre. Tu râles du matin au soir, tu te plains jamais, toi. Ça, c'est la meilleure de l'année. J'en hurle de rire, je vais m'étouffer. Ne m'interromps jamais, chérie. Et la quatrième application de l'énéagramme que je te propose, c'est le business, c'est le travail, la vie professionnelle. Puisque quand tu sais comment tu fonctionnes, dans ton ego, ton fonctionnement automatique va avoir des facilités, va aller dans certaines directions. Ça, tu peux tout à fait l'utiliser dans ta vie professionnelle pour que justement ce soit facile pour toi. Et donc, on en reparlera par ailleurs dans d'autres vidéos, c'est ça qui est super intéressant. Dans une idée de développement professionnel, d'entrepreneuriat, tu vas faire un combo entre ton ego et ton essence pour que justement ton business nourrisse à la fois, que ton ego nourrisse ton business, parce que de toute façon l'ego il est là pour ça, il est là pour payer les factures, il est là parce qu'il est la façade qui te permet de te protéger de la vacuité tout court. Et l'essence, au plus elle va prendre de la place, au plus tu vas mettre de la conscience dessus et tu vas t'autoriser à l'exprimer, au plus c'est intéressant aussi que ça prenne place dans ta vie professionnelle. Donc ego-essence, ça va être une danse, un mariage et les deux vont prendre place dans ton activité. Donc si tu es entrepreneur par exemple, ça va être super intéressant de mettre ton focus là-dessus et de faire en fonction de ton énéatype, de faire en fonction de tes mécanismes, en fonction de comment tu fonctionnes au quotidien, de créer l'extension de toi qui est ton business. Donc tu pars de toi, tu es au centre, et l'extension de toi, c'est l'activité que tu crées. Maintenant qu'on a vu quoi faire avec l'énéagramme, avec les 4 applications, eh bien parlons un petit peu de comment tu peux aussi cheminer avec l'énéagramme et avec d'autres modèles. Parce que justement, il ne s'agit pas de s'arrêter avec le peu de choses que tu as compris de l'énéagramme. Ce qui est intéressant, c'est de continuer à creuser dans le modèle. Continuer à creuser dans le modèle sur le volet théorique et sur le volet pratique. Sur le volet théorique, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à continuer à apprendre, à faire des formations avec des gens compétents, à lire des bouquins, à regarder des vidéos et surtout, aller dans le présentiel, aller rencontrer des gens les yeux dans les yeux et à discuter avec des gens qui maîtrisent bien l'énéagramme, à poser des questions, etc., etc. Vraiment à pousser le volet théorique où tu vas apprendre encore plus sur les centres, sur le type de base, sur les ailes, sur l'intégration, la désintégration, sur tous ces mécanismes-là, sur toutes les différentes dimensions de l'énéagramme. Il y a vraiment beaucoup de choses que tu peux aller creuser. Et ensuite, sur le volet pratique, où tu vas t'entraîner concrètement, encore une fois sur toi,
sur ce que tu vas regarder dans les œuvres littéraires, dans les films, dans les séries. Tu peux t'amuser à typer les personnages, tu peux t'amuser à regarder les mécanismes, tu peux t'amuser à regarder les centres, tu peux vraiment t'entraîner. Tu as énormément de possibilités pour t'entraîner. Les gens que tu vas croiser dans la vie, les gens que tu connais déjà. Tu peux comme ça réfléchir, te poser des questions, regarder ce que tu peux observer chez eux pour en déduire leur énéatype. T'as envie qu'on te tue? Boubou. Oh, bébé qui va mourir. Ah, la câline. On va te manger. À votre fils? Oui, il le mérite. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Pourquoi Non, pourquoi tu veux que je t'en parle, salope? Oh, bah dis donc! Vous allez me foutre la paix quand même, ok? Même si vous êtes jolie. Santé, monsieur Depardieu. Non, rien, j'aime pas les journalistes, j'aime pas répondre aux questions. Ça me gonfle, ok? Merci, les gars. Il y a moyen de retirer les... Ça te permettra de faire passer l'énéagramme de la théorie à la pratique, d'intégrer ce modèle, pas juste qu'il soit dans la tête avec « Ah ouais, j'ai tout compris, le 1 il est comme ça, le 2 il est comme ça », mais au contraire, d'affiner ton modèle, de venir mettre de la nuance, de venir mettre des personnes de tout horizon, des personnes de tout milieu, des personnes de tout âge, afin que vraiment ta carte de chaque type, de chaque sous-type, avec les ailes, avec la notion d'intégration, désintégration, tu vas avoir comme ça un florilège, une carte extrêmement vaste, qui reste une carte certes, qui n'est pas le réel, mais qui est une carte extrêmement nuancée, riche de connaissances de la psyché humaine. Donc théorie et pratique, ça fonctionne aussi main dans la main comme l'ego et l'essence. Donc il ne s'agit pas de faire que de la théorie ou que de la pratique, c'est intéressant d'allier les deux. Tout ce que tu connais, ensuite travaille-le dans la matière en regardant, en observant, en affinant, en discernant. Et enfin, pour terminer, tu peux tout à fait aussi creuser d'autres modèles et c'est même ce que je te recommande puisque tu vas pouvoir déjà jongler avec d'autres modèles pour pas tout voir avec l'énéagramme, pour pas faire que de l'énéagramme parce qu'après tu vas être omnubilé par l'énéagramme et la tentation peut être grande de creuser que un modèle parce qu'il est puissant, etc. L'idée c'est de venir rajouter des cordes à ton arc, de venir creuser des modèles complémentaires, des modèles même complètement différents. Tu peux aller creuser la spirale dynamique, qui est extrêmement intéressante et très complémentaire à l'énéagramme. Tu peux creuser le MBTI, tu peux creuser l'analyse transactionnelle, tu peux creuser des trucs même complètement plus perchés si tu veux, l'astrologie. Tu peux creuser le design humain, tu peux creuser les modèles que tu veux en fait. Mais après, tu vas regarder ce qui fait du sens pour toi. Il y a des modèles qui nous parlent, il y a des modèles qui ne nous parlent pas. Personnellement, la process communication, ça ne m'a jamais parlé. Le MBTI, ça ne me parle pas trop. L'énéagramme me parle énormément par contre, tu as peut-être senti ça. Donc l'idée, c'est de ne pas te satisfaire d'un modèle parce que la tentation est grande après de jouer avec le marteau de Maslow. Si l'homme qui a un marteau va avoir des clous partout. Bon, travaillez du poignet, monsieur les champions. Non mais ça y est, c'est bon, là, ça va, vous l'avez tamponné, là. Non mais ça y est, vous l'avez tamponné, là, ce billet, là. Non mais je vous dis qu'il est tamponné, le billet, là, maintenant. Non mais il est bon, là, ça y est, là. Ah, j'aime bien ça. Donc l'idée est justement de s'affranchir des modèles et de savoir regarder le réel sans filtre, sans modèle. C'est aussi intéressant à pratiquer de cette façon-là. Donc, amuse-toi avec ça. Tu as maintenant énormément de choses que tu peux faire avec l'énéagramme. Maintenant, récapitulons cette vidéo. Avant toute chose, avant de creuser l'énéagramme dans ses applications les plus concrètes, veille à toujours garder un petit doute sur l'énéatype que tu crois être. Enfin, surtout si tu as bâclé, que tu es allé vite, surtout si tu as une approche purement mentale, que tu n'as jamais fait de formation et que tu as juste vu des bouquins. Attention, attention au type que tu vas trouver. Donc, si tu as fait des tests ou si quelqu'un t'a dit ton type, oublie. Fais déjà un travail sérieux. Utilise la dernière vidéo pour ça, par exemple, pour trouver ton type et garde toujours un doute. Sois toujours sceptique sur ce que tu as trouvé pour pas trop te faire happer par tes propres croyances sur toi et par tes propres raccourcis, tes biais cognitifs. Donc, garde toujours un petit doute et ensuite, le socle du socle, nourris et développe ta présence, l'observation de toi, de tes émotions, de tes pensées, de tes sensations, de tous les mécanismes. Observe tes centres en action. Tu peux t'amuser à voir les centres chez toi, chez les autres. Développe une acuité là-dessus. Les centres, c'est fascinant comme travail. On peut vraiment aller très très loin dans le travail juste avec les 3 centres. Et ensuite, tu peux observer tes mécanismes égotiques.
passion, fixation, mécanisme de défense. Tu peux regarder aussi l'évitement compulsif, où est-ce qu'il peut se glisser dans ton quotidien, même s'il est invisible et même si c'est la tâche aveugle de ton système et que tu ne peux pas le voir. Vous n'êtes pas un homme, Ah pardon. non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ah bon? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Peut-être par moment, tu vas le débusquer, tu vas voir, etc. Donc regarde tous les mécanismes de ton ego. Tu peux aussi regarder les traits de l'essence, hein. Peut-être que tu peux les voir par moment. Observe et mets de la présence à toi. Utilise un point d'ancrage, tel que ta respiration, pour revenir dans le présent. Et tu peux voir comme ça quand il y a des trans hypnotiques qui apparaissent, quand ton esprit est happé. Tu peux voir justement pour ne pas partir complètement dans la transe et dans l'illusion. Ensuite, les champs d'application de l'énéagramme. On a vu que tu pouvais utiliser l'énéagramme pour ton propre bien-être, pour ta vie intérieure, pour te sentir bien avec toi-même. On a vu que tu pouvais utiliser l'énéagramme pour la spiritualité, pour l'éveil, pour, on va dire, réaliser la vraie nature de qui tu es. Et encore, quand on dit vraie nature, hein, je me méfie des mots, on fait gaffe aux mots qui sont juste des vecteurs limités de sens. Ensuite, on a parlé de l'énéagramme en application de la vie relationnelle, couple, famille, etc. pour connaître aussi ton type, celui de l'autre et les interactions possibles et les tensions que ça va générer. Ensuite, on a vu l'application dans le milieu professionnel, dans le business, si tu es entrepreneur ou même pas, même si tu es salarié. L'idée, c'est juste de voir concrètement comment ton énéatype se manifeste dans une vie professionnelle et comment tu peux créer un business qui dépend de ton énéatype et qui est la continuité logique de toi pour ne pas faire un truc qui n'a aucun sens pour toi et où tu te forces et où tu vas galérer. Et ensuite, une fois qu'on a vu les 4 applications, on a parlé de pousser ta connaissance du modèle de l'énéagramme en progressant sur la théorie, sur la pratique, en t'entraînant encore et encore et en connectant à d'autres modèles pour avoir une vision plus systémique, une vision plus vaste, plus large, jusqu'au jour où tu peux aussi lâcher les modèles et juste respirer dans le vide que tu es. Moi, la canne, ça m'aide. Je visualise le caillou dans l'eau. J'ai l'impression de faire partie d'un tout. Moi, le caillou, le fil, le lac, le ciel. C'est entier, vous comprenez? C'est bien fini. C'est pour ça, moi je me dis, c'est dans ces moments-là qu'on peut bien comprendre des trucs. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Si tu as apprécié, si ça t'a apporté quelque chose, bon, ça me rend grand service si tu la likes, si tu la partages, si tu laisses un commentaire. Même si tu as des questions, ce sera un plaisir d'en discuter. Si tu veux aller plus loin, tu as toutes les ressources sur Épanescence, des articles complémentaires, faire un bilan ensemble. Tu as toutes les ressources dont tu as besoin sur le site. Moi, je te souhaite une excellente journée et à la prochaine sur Épanescence. Ah ça y est, je viens de comprendre à quoi ça sert la canne. Soyez gentil d'éclairer ma lanterne parce que pour moi, je vous avoue que ça reste quand même assez flou. En fait, ça sert à rien. Ah. Du coup, ça nous renvoie à notre propre utilité. L'homme face à l'absurde.